Comment un chirurgien brillant, un homme qui passe ses journées à sauver des vies, peut-il finir par préparer un kit de meurtre dans le coffre de sa voiture? Bienvenue dans l'affaire Finch-Tregoff, le crime le plus grotesque, le plus mal ficelé et l'un des plus terrifiants des années 50. On commence. Los Angeles 1959. Le West Covina Medical Center est une réussite totale. Bernard Finch, 40 ans, chirurgien brillant, l'a bâti pierre par pierre avec son beau-frère grâce à un investissement massif de 250 000 $. C'est le temple de la médecine moderne, propre, efficace, prestigieux. Au milieu de ce décor, il y a Carol Tregoff, 18 ans, réceptionniste. Quand elle traverse le hall, impossible de ne pas la remarquer. Une grande silhouette élancée, une chevelure rousse incendiaire, une beauté qui n'a rien à faire dans un bureau administratif. Au début, c'est le calme plat, un bonjour poli et un regard professionnel à son patron et 7 mois s'écoulent ainsi. Rien ne se passe. Mais le temps passe et les rumeurs commencent à circuler dans les couloirs du centre médical. Le mariage du docteur Finch ne tient plus qu'à un fil. Puis vient ce déjeuner, 7 mois après son arrivée. Le docteur Finch invite Carol. Une simple sortie qui en appelle une autre, un dîner quelques jours plus tard. Ce soir-là, le temps s'arrête. 6 heures de conversation ininterrompue. Il ne voit pas les heures défiler. Carol Tregoff ne rentre chez elle qu'à 4h15 du matin. C'est là que le vernis commence vraiment à craquer. À cet instant précis, Carol comprend. Elle est amoureuse. Et de son côté, Finch, habitué aux conquêtes, semble pour la première fois perdre pied. Ils commencent à se voir en secret, ils déjeunent, ils dînent, ils se cherchent. C'est une danse lente, presque hésitante. Elle avec une timidité feinte, lui avec une patience virile. Mais le hic, celui qui transforme cette romance en drame, c'est ce qu'il laisse derrière eux. Carol, elle, partage un appartement avec son mari, Jimmy Papa. C'est un peu une relation coquille vide, une vie de lycée qui s'étiole. De son côté, Bernard Finch joue une partition bien plus complexe. Il vit dans une maison élégante avec sa femme, Barbara Jean Fish. Leur fils est la fille de celle-ci. Officiellement, ils sont le couple parfait. Officieusement, Bernard Finch explique à Carol qu'ils ne sont que 2 étrangers sous le même toit. Une armistice, dit-il. Un arrangement froid pour protéger son centre médical, sa fortune et son statut social. Il est hors de question pour lui de divorcer maintenant. Ce serait un désastre financier, une ruine assurée. Alors ils font un choix, ils louent un petit appartement à Monterey Park sous un faux nom. Monsieur et Madame George Evans. Ils s'y cachent, ils y construisent une vie parallèle. Mais dans cette Californie de 1959, où les apparences sont tout, ce petit nid d'amour n'est pas un refuge, c'est celui d'une chute. Tandis que Bernard et Carol jouent à cache-cache dans leur nid d'amour à Monterey Park, il y a une femme qui, elle, ne joue plus. Barbara Finch. L'épouse Barbara, c'est la silhouette élégante des soirées mondaines, la mère de famille dévouée qui gère le quotidien, le fils de 6 ans, la maison et les apparences. Pour tout le monde, elle est la femme du chirurgien à succès, mais Barbara Finch n'est pas dupe. Elle voit bien les retours tardifs de son mari, elle sent le mensonge dans l'air. Une femme sent toujours. Et contrairement à ce que croit Bernard Finch, elle ne subit pas. Elle observe, elle analyse. Elle sait qu'il ment quand il parle de service rendu à une secrétaire. Elle sait que ce soi-disant armistice conjugal, c'est une imposture. Barbara Finch décide alors de briser le silence, non pas par un éclat de voix, mais par un coup de téléphone. Le 9 septembre 1958, elle appelle Jimmy Papa, le mari de Carol Tregoff. C'est un geste froid, calculé. Elle balance la vérité. Elle ne cherche pas seulement à se venger, elle pose les premières briques de sa stratégie. Parce que Barbara a compris une chose,
que Bernard a oublié. En Californie, le divorce est une guerre froide. Et celui qui a les preuves gagne la bataille. Elle engage des détectives privés. Elle fait suivre le médecin. Elle accumule des photos, les preuves d'adultère. Elle ne veut plus seulement divorcer, elle veut que la loi lui donne ce que lui revient de droit. Et pendant que Bernard se débat dans ses mensonges, Barbara, elle, prépare le terrain judiciaire. Chaque fois qu'elle croise Carole au club de tennis ou dans des soirées, il n'y a pas d'insulte. Juste un regard. Le regard d'une femme qui a décidé que son mari n'allait pas lui voler sa vie, ni la fortune qui lui revient de droit. C'est là que l'étau se resserre. Le 15 mai 1959, la tension monte d'un cran. Une altercation éclate entre Barbara et Bernard. Un coup, une blessure au visage, des points de suture. Ce qui était une guerre de preuves devient une guerre de survie. Barbara n'est plus la femme trompée, elle devient la plaignante. Elle dépose une ordonnance restrictive le 11 juin. Le couperet tombe sur Bernard. Ses finances sont bloquées, son centre médical est sous surveillance. Il est financièrement ligoté par sa femme. Bernard Finch est devenu le prisonnier de son propre contrat de mariage. Mais pour Barbara, ce n'est qu'une étape. Elle a le dossier, elle a l'ordonnance, elle a le dessus. Le 7 juillet, elle dépose une nouvelle déclaration. Il a enfreint l'ordonnance. L'audience est fixée au 23 juillet. Pour elle, c'est la victoire juridique. Pour lui, c'est le point de non-retour. À ce stade, le docteur Finch et Carole Tregoff ne sont plus dans la séduction. Ils sont dans la panique. Pour sortir de l'impasse financière du divorce, il leur faut une arme fatale. Des preuves irréfutables que Barbara Finch, elle aussi, est infidèle. Leur plan initial est presque machiavélique, de simplicité. Engager un homme pour séduire Barbara. S'ils arrivent à la faire tomber dans le piège, ils auront le levier nécessaire pour la faire plier, annuler ses demandes et enfin récupérer le contrôle de la fortune. C'est cette recherche de l'homme parfait pour le job qui les mène à Las Vegas vers un certain John Patrick Cody. Un gigolo, un ancien détenu, un type qui ne connaît pas la morale. À leurs yeux, c'est le candidat idéal pour jouer ce rôle de séducteur. Mais très vite, les discussions glissent sur une pente glissante. On ne parle plus de séduction, on parle d'élimination, on parle de contrat, de commande. Mortel. Le projet bascule. L'adultère provoqué ne suffit plus. Le couple veut passer à la vitesse supérieure. Le gigolo devient le tueur à gages. Le plan est minuté, presque risible de précision. Carole lui fournit le plan de la propriété, lui indique que la porte du garage coince et le rassure sur le chien, soi-disant inoffensif. Elle donne même une photo de Barbara. C'est froid, c'est méthodique. Bernard Finch lui joue le banquier, il finance, il gère. Il fournit même l'arme, un fusil gardé dans le coffre de sa Cadillac. Pendant que Finch et Carole s'enfoncent dans leur délire, ils n'ont pas réalisé une chose simple. Ils ne sont pas en train de monter un complot digne d'un film, ils sont en train de se faire plumer par un amateur. John Patrick Cody, c'est pas un tueur, c'est juste un gigolo qui a flairé le bon filon, un arnaqueur de bas étage. Le plan est simple pour Cody. Il encaisse les $350 et le billet d'avion, mais il file droit au casino de Vegas et perd tout au craps. Il se fait discret pendant quelques jours, puis il revient voir Carole pour lui annoncer que le contrat est rempli. Mais le docteur Finch, dans un élan de paranoïa, décide d'appeler chez lui. Il tombe sur sa femme Barbara, bien vivante. Il est sidéré. Il rappelle aussitôt Carole et Cody pour leur dire « Vous êtes fous, j'ai parlé à ma femme ce matin. » C'est là que le petit escroc de Cody, sans une once d'hésitation, sort son excuse la plus grossière. « Oh, eh bien, j'ai dû tuer la mauvaise personne. J'ai mis le corps dans le coffre d'une vieille voiture près du motel Hollywood Hills. » Le docteur Finch, cet homme censé être brillant, plonge dedans. Il ne cherche même pas à savoir comment Cody a pu se tromper de cible à ce point. Il est tellement obsédé par son divorce et par Carole qu'il entre dans le jeu. Il se désole même. Mon Dieu, c'est une
Terrible tragédie. Une pauvre femme innocente a été tuée. Mais ses remords, c'est du vent. Car immédiatement après, il insiste pour que Cody retourne finir le travail. Il lui propose même son fusil, celui qu'il cache dans sa Cadillac. Cody, lui, joue le jeu. Il prend les $850 restants, il fait l'aller-retour, il dépense tout au jeu, il revient, il repart. C'est une farce sordide. À un moment, Cody lui-même essaie de raisonner le docteur, lui disant avec un cynisme Bah écoutez, Bernard, j'ai 29 ans, j'en ai vu d'autres. Hein. Tuer ta femme pour de l'argent, ça n'a aucun sens. Pars avec Carole et oublie l'argent. Si elle t'aime, elle te suivra. Mais Finch ne l'entend pas de cette façon. Le conseil de l'escroc ne passe pas. Le docteur est poussé à bout par ce petit escroc qui le balade depuis des semaines. Il comprend enfin que Cody ne fera jamais rien. Devant l'incompétence totale de son exécuteur et la pression de l'audience qui arrive le 23 juillet, le chirurgien craque. Finch regarde Carole et lui dit froidement Très bien, on va devoir le faire nous-mêmes. 18 juillet 1959, 22h. Le couple se cache sur Lark Hill Drive. Ils sont venus équipés du kit de meurtre amateur. Gants en caoutchouc, cordes, sédatifs, couteaux. Un attirail macabre préparé par un chirurgien qui a perdu toute lucidité. Vers 23h15, la Chrysler rouge de Barbara apparaît. Dès qu'elle pénètre dans le garage, le chaos. Les cris de Barbara déchirent la nuit. Mary-Ann Lindholm, la domestique suédoise, accourt terrorisée. Elle tombe sur une scène de cauchemar. Le docteur Finch, le scalpel à la main d'habitude, tient ici un pistolet de calibre 38 penché sur sa femme. Dans un accès de violence, il assomme la domestique contre le mur. Barbara, elle, a réussi à se dégager et s'enfuit en hurlant vers la maison du beau-père. Une ou deux collines un peu plus haut. Un coup de feu. Barbara s'effondre sur la pelouse. Une balle dans le dos. Finch et Carole fuient les lieux dans une panique totale. Ils croient avoir réussi. Ils se séparent pour brouiller les pistes. Finch fonce vers Las Vegas. Carole rentre chez elle, pensant que personne n'a vu leur visage. Ils s'imaginent intouchables. Ils s'imaginent invisibles. Mais ils ont sous-estimé la police et le témoignage de Mary-Ann Lindholm. Quand les autorités arrivent sur les lieux du crime, elles n'ont pas besoin de chercher bien loin. La scène est jonchée de preuves, la fameuse valise en cuir marron, oubliée sur la pelouse, un véritable inventaire de la préméditation. L'alibi de Finch, sa Cadillac garée à l'aéroport de Los Angeles pour prouver qu'il n'était pas là, s'écroule en quelques heures. Les policiers vérifient. La voiture n'a pas bougé, certes, mais cela prouve seulement qu'il a volé un autre véhicule pour s'échapper. C'est là que tout bascule pour Carole. Elle est retrouvée et placée en garde à vue. Elle pense pouvoir jouer l'innocente, nier toute implication, jouer la carte de la femme amoureuse qui ne savait rien. Mais face aux inspecteurs, son récit s'effiloche. Elle n'est pas formée à l'interrogatoire, elle commence à se contredire. Pourquoi a-t-elle touché aux gants en caoutchouc? Pourquoi a-t-elle fui si elle était si innocente que ça? Sous la pression, elle craque. Elle se piège elle-même. Comme le dira plus tard l'accusation, elle finit par avouer leur présence sur les lieux. Elle raconte la conspiration, le divorce, la peur de perdre la fortune de $750 000 et plus si Barbara Finch réussissait à prouver leur liaison. Elle donne Bernard Finch, elle donne le mobile, elle donne tout. Pendant ce temps, à Las Vegas, le docteur Finch se croit protégé par son alibi. Il est arrêté le lendemain, froid, distant. Mais il ignore que Carole, la femme pour qui il a tout risqué, vient de livrer les clés de sa cellule de prison. Le docteur et sa complice ont échoué sur toute la ligne. Ils pensaient avoir orchestré le crime parfait avec une précision chirurgicale, mais ils n'étaient que des amateurs piégés par leur propre panique et par l'incapacité de Carole à tenir sa langue sous la pression. Le procès Finch-Tregoff ne fut pas seulement un procès pour meurtre. Ce fut un spectacle national. Dans la salle d'audience, on venait voir le contraste. D'un côté, le brillant chirurgien froid, arrogant,
qui osait affirmer au jury que sa propre femme lui avait donné la permission de la tromper. De l'autre, Carole Tregoff, la rousse sexy, incendiaire, objet de tous les fantasmes et de tous les jugements. Mais derrière les paillettes et les gros titres, le chaos régnait. Le dossier était pourtant accablant. La domestique Mary-Ann Lindholm fut le roc de l'accusation. Cette jeune femme qui avait noté les confidences et les peurs de Barbara dans des lettres envoyées à sa mère dépeignit Finch comme un monstre de contrôle. Le kit de meurtre, ses cordes, ses seringues, ses gants, fut exposé comme la preuve irréfutable d'un projet prémédité. Transformer un assassinat en un accident de voiture au fond d'un ravin, et pourtant la justice a bégayé. 2 fois, 2 procès en annulation. Les jurys ont été incapables de trancher. Pourquoi ? Parce que la salle des délibérations était devenue le miroir des fractures de l'Amérique de l'époque. Tensions raciales, préjugés sociaux, émotions qui prennent le pas sur les preuves. 24 citoyens totalement divisés, incapables de voir l'évidence. C'était le triomphe de l'irrationnel sur les faits. Il a fallu un 3e procès dans une atmosphère enfin apaisée pour que la raison reprenne ses droits. Le couperet tombe. Bernard Finch est reconnu coupable de meurtre au 1er degré. Carole Tregoff de meurtre au 2e degré. La sentence est lourde, définitive. La réclusion à perpétuité. Bernard Finch a passé sa vie à soigner, à réparer, à diriger. Mais face au risque de perdre une partie de sa fortune dans un divorce, son esprit a basculé. Il a cessé de voir une femme en Barbara pour ne voir qu'un obstacle financier à éliminer. Alors, je vous pose la question. Est-ce que l'argent et le pouvoir possèdent cette capacité terrifiante de déconnecter un être humain de sa propre morale ? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez jamais, les monstres de notre monde ont souvent un visage ordinaire. Ils marchent à nos côtés, cachant leurs plus sombres secrets derrière le sourire d'un citoyen modèle. C'était Romola Crawley. Merci de m'avoir suivi pour cette enquête. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce pour soutenir la chaîne. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine enquête.